Eh bien, merci d'être là pour cette table ronde création YouTube, un nouveau continent à apprivoiser. Donc, pour présenter rapidement, est-ce que je vous demande de vous présenter rapidement? Bien sûr. Vas-y, Lorenzo, commence, s'il te plaît. Qui es-tu? Bonjour, je suis ravi d'être là. Merci de nous avoir invités. Moi, je suis Lorenzo Benedetti, je suis le fondateur de Studio Bagel, qui est un collectif de youtubeurs qui a été intégré au groupe Canal, et je suis l'actuel directeur des créations originales digitales de Canal. Et on fait donc du financement du développement et de la création de chaînes YouTube et aussi des formats pour l'antenne et le passage entre les deux. Voilà. Bonjour, je suis Margot Missika, je suis productrice pour une société qui s'appelle Upian, qui est une société qui a beaucoup produit pour le web depuis une vingtaine d'années, principalement du documentaire interactif, mais qui fait aujourd'hui de la fiction, du documentaire linéaire pour les plateformes et de la fabrication de contenu pour les réseaux sociaux. Bonjour, moi c'est Christophe Baudouin, je suis producteur à Mia Productions et ça fait maintenant 10 ans, donc j'ai produit pas mal de choses, des courts-métrages, des documentaires, etc., plus dans le domaine hors YouTube, hors... voilà. Et là, j'ai la chance d'être le producteur d'une série qui s'appelle Et tout le monde s'en fout et qui est donc sur YouTube. Bonjour à tous, Julien Neutre, je suis le directeur de la création des territoires et des publics au Centre national du cinéma et de l'image animée. Donc, en tant que directeur de la création, je suis notamment, c'est dans cette entité qu'on suit le nouveau fonds dédié aux vidéocréateurs qui a été lancé depuis l'année dernière et dont Margot et Lorenzo ont oublié de dire qu'ils étaient membres. Effectivement, mais on sait C'est vrai, ça. s'il fallait dire ou pas, mais oui, effectivement, on est ravis d'être commissaire. Enfin, que je suis commissaire. Et bonjour, je m'appelle Sophie Garrick, je suis l'une des créatrices du Meufisme, une chaîne YouTube qui existe depuis 4 ans et qui cumule 22 millions de vues, une fiction sur les meufs. Et voilà. Et je suis auteure-réalisatrice surtout et je développe ma nouvelle série digitale, Belette chez Tétramédia en ce moment, et c'est cool. Cool. Alors, j'ai plein de questions à poser et du coup, on va commencer par... Et toi, tu t'es pas présenté? Non, alors moi je suis Guillaume Desjardins, je suis auteur-réalisateur et sur une chaîne, enfin entre autres sur une chaîne YouTube qui s'appelle Les Parasites et à côté j'ai une chaîne aussi qui s'appelle Rouge Vert Bleu où je donne des conseils sur tout ce qui est création vidéo. Et du coup, je suis curieux de tout ce monde et j'ai plein de questions à poser, et que ce soit dans l'artistique, dans le financement, sur les plateformes, notre indépendance, etc. Donc du coup, je vais commencer plutôt par l'artistique. Et en gros, question un peu générale de savoir qu'est-ce qui change quand on écrit, quand on réalise, quand on joue même pour une diffusion justement gratuite que ce soit sur YouTube. Je pense qu'on va élargir le sujet à pas seulement YouTube, mais aussi Facebook et les autres réseaux sociaux. Du coup, Sophie, est-ce que toi, tu as une réflexion, une démarche là-dedans La première réflexion, c'est de s'adapter aux moyens, parce que à moins d'être très doué, d'avoir un truc d'effets spéciaux chez vous et d'être... capable de faire des FX de fou, il faut quand même avoir conscience que les moyens sont réduits encore aujourd'hui sur Internet et qu'il vaut mieux éviter de s'écrire des scènes avec 600 figurants ou un Game of Thrones version YouTube, parce que je pense que ce serait un peu cheapou. Ou alors, il faut carrément jouer la carte chipou et l'assumer, et là, c'est cool. Mais il faut vraiment... La première chose à avoir en tête quand on écrit pour le web, selon moi, c'est de s'adapter aux moyens, et ça rend hyper créatif. Donc ça, c'est chouette. Et hors financement ? Et si je ne parle pas des financements, plutôt être dans l'air du temps. Après, ce qui est génial sur Internet, c'est que ça permet d'être d'être singulier. Et qu'en fait, les gens, on se rend compte que, vu les contenus qui fonctionnent, sont très curieux et donc beaucoup moins formatés qu'à la télé, ce genre de choses. Donc, l'idée, c'est de rien s'interdire, d'être le plus proche de soi pour parler des choses qu'on connaît aussi, c'est mieux. Parce que ça nous permet d'être, je trouve, en tout cas, plus créatifs et d'avoir... Enfin, quand on est passionné soi-même par ce qu'on raconte, généralement, on arrive à passionner les autres avec notre contenu. Et puis, il y avait la question... Moi, il y a 4 ans, quand j'ai commencé, je m'étais dit que je ne pouvais pas faire trop long, qu'il fallait avoir une accroche tout de suite, que dans les 15 premières secondes, il fallait que j'ai un hook, donc une accroche pour que les gens soient aspirés tout de suite par mon contenu et qu'ils continuent de regarder ma vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça change un peu, ça, et que maintenant, c'est plutôt des univers... je crois que cette règle-là, elle est de moins en moins vraie. Enfin, pour la com, si... des petits teasers, des machins sur Facebook, que les gens soient happés, mais les gens regardent quand même, j'ai l'impression, de plus en plus des vidéos plus longues. Donc cette vérité que je m'étais appliquée il y a 4 ans, je crois, je sais pas, t'en penses quoi? Plus tout à fait... Ça évolue, ça sera une de mes questions aussi. Christophe, du coup, pourquoi choisir en fait de créer sur ces réseaux?
Alors, c'est assez simple, c'est Fabrice et Marc ont créé et tout le monde s'en fout. Et du coup, eux, c'était des réalisateurs de documentaires, de courts-métrages, de fiction, auteurs aussi. Et puis, c'est un peu se servir de ça en disant, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, on a une caméra, on a un décor, et puis on va imaginer quelque chose qui puisse être simple à faire. Et du coup, dire des choses par rapport à ça. Donc, ils sont partis un petit peu plus dans... On a réfléchi plus dans un personnage fictionné, quelque chose comme ça, plus que quelqu'un dans son canapé ou qui pourrait dire les choses. Donc, du coup, c'est ça, effectivement. C'est comment on peut faire pour, effectivement, raconter quelque chose et puis faire en sorte qu'on puisse le faire dans des délais assez courts et puis aussi avec des moyens qui ne sont pas les mêmes, effectivement, qu'en cinéma. Ou, voilà. En gros, c'est un petit peu ça. Et du coup, pour revenir, effectivement, les gens regardent un peu plus longtemps. Nous, on fait attention aussi parce que du coup, on sait que quand ça dépasse 4 minutes, il y a moins de pourcentage de gens qui regardent jusqu'au bout, etc., etc. Donc, comme on a ce format-là, on essaye effectivement, nous, mais enfin voilà, stratégiquement, je sais pas, de ne pas dépasser 4 minutes parce qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a des gens qui regardent un peu moins après. Mais après, ça dépend, je pense, du format, de ce qui est raconté, de tout ça, en fait. Du coup. La plateforme aussi, peut-être là, la plateforme, oui, là, c'est YouTube. Après, sur Facebook, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé le générique de début, du coup, aussi, pour justement qu'il y ait plus d'impact au début. Et puis, les chiffres Facebook, on ne sait pas trop comment ça se passe. Parce que j'ai plus de micro. Personne ne sait. Et voilà, c'est ça, en fait. Du coup, personne ne sait comment on peut regarder, comment on peut ne pas regarder ça, en fait. Et l'audience, du coup, est-ce que c'est un choix aussi de toucher une audience particulière? Est-ce qu'il y a une audience particulière sur Internet par rapport, je sais pas, à la télévision, au cinéma et tout? Lorenzo, tu veux répondre à ça, ou peut-être Sophie? Déjà sur la manière de créer, il y a une question de point de vue, une question de qu'est-ce que vient chercher l'internaute. L'internaute, quand il va sur YouTube ou sur Facebook, il vient chercher des gens comme Sophie ou comme Christophe et son équipe, mais il vient chercher une identité qui est liée à un talent ou un groupe de talents. Et ça change un petit peu de la télé, où en fin de compte, tu viens chercher une ligne d'édito d'une chaîne que tu connais, d'une marque que tu connais, et du coup, ça déplace un peu le prisme. Et je pense que ça change le point de vue de celui qui regarde, mais c'est le point de vue de celui qui reçoit aussi. Parce qu'en fin de compte, il va pas apprécier les fautes de goût qui sortent de l'univers personnel du créateur. C'est pour ça que les chaînes YouTube, c'est un mot un peu maintenant, enfin, je pense que c'est un mot qui n'est pas forcément le bon mot, parce qu'au final, c'est plus un compte, c'est plus le compte de quelqu'un ou le compte d'un collectif ou de quelque chose qui va véhiculer des valeurs. Et en retour, l'internaute va vouloir que ça soit toujours dans cette espèce d'esprit-là qu'il a connu, dans la vérité de la personnalité, dans l'authenticité, le côté authentique de ce qu'il va y chercher. Et donc, ce qu'il fait, c'est un média vraiment personnel et c'est une relation de pair à pair versus la télé induit un peu psychologiquement une espèce de relation top-down où en fait, c'est des gens qui parlent à une masse, là où en fait, l'Internet entretient une espèce de fiction d'une personne qui parle à une autre personne. Donc, je pense que déjà, il y a ça à avoir bien en tête quand on est créateur, qu'on veut se donner à ça. Il ne faut pas se la jouer chaîne qui se prend pour quelque chose de au-dessus, qui va aller délivrer une bonne parole, mais au contraire, il faut essayer de se dire, moi, je suis comme si je parlais à une autre personne qui peut être un ami à moi, et du coup, je vais essayer d'être fidèle à cette conversation-là. Moi, c'est le premier truc. Après, effectivement, je te rejoins sur les moyens, où effectivement, il ne faut pas essayer de faire Spider-Man, à moins de le faire en mode claqué, mais ça peut être drôle aussi, effectivement. Et après, tu disais, tu rebondissais sur... Je ne sais plus, mais je peux rebondir sur autre chose. La différence des publics. La différence des publics. Ah oui, l'audience. Ouais. Et sur l'audience, en fait, je pense que, en tout cas à titre perso, quand moi j'ai commencé à vraiment être à fond sur Internet, il y a 5 ans, où je me suis vraiment concentré là-dessus, effectivement, on était plus sur un média qui avait une audience dont le cœur de cible était peut-être 13-20 ans ou 13-17 ans. Donc effectivement, ça nous interdisait aussi certains choix édito parce que sur le fait d'être un peu plus exigeant avec son public, bah voilà, effectivement, tu ne peux pas non plus être dans des démarches hyper structurées quand tu parles à un public comme ça. Ce qui a porté aussi certains créateurs jeunes, et donc qui les a fait se rencontrer avec ce public. Et aujourd'hui, je pense que ça a tendance à être de plus en plus faux, dans le sens où aujourd'hui, tout le monde va sur Internet, tout le monde va sur YouTube pour regarder des vidéos, et tout le monde a pris ce pli-là. Et donc aujourd'hui, le public Internet se confond avec le public de la presse, de la radio, de la télévision. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est plus le point de vue dont je parlais tout à l'heure, juste avant, que vraiment le public, quoi. Mais encore, on souffre encore un peu de ce stigmate d'avant
d'être considéré comme un média qui parle aux jeunes, alors qu'en fin de compte, on parle plus aussi à des gens de 40 ans, C'est surtout, de 50 ans. c'est quand même encore vrai par rapport aux autres médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes la moyenne d'âge des gens qui regardent la télévision, elle est à un tel niveau que c'est sûr que si tu veux t'adresser à un public plus jeune, tu es quand même plus facilement accessible sur les plateformes. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. Je rajouterais un truc sur la manière d'écrire, qui est aussi que... contrairement à la télévision, c'est la distinction entre le push et le pull. C'est-à-dire que quand les gens arrivent sur Internet, ils viennent chercher quelque chose, ils savent ce qu'ils vont voir. Et donc ça change l'accroche, la manière de s'adresser à eux. Alors qu'à la télévision, c'est un flux que je reçois. Et donc, tu es obligé d'être plus didactique, d'expliquer plus. Tu sais pas où tu vas, tu es posé dans ton canapé, en gros, et tu vas recevoir du contenu. Et pour avoir fait un certain nombre de programmes où on travaillait avec des diffuseurs télé sur Internet et avoir refait des adaptations pour l'antenne, c'est hyper intéressant de voir que tu démarres pas du tout un film de la même manière quand tu le fais pour Internet en général ou une plateforme. Tu peux être beaucoup plus percutant parce que les gens savent où ils sont, ont choisi d'être là. Après, ils vont peut-être rester 2 minutes et s'en aller, mais il y a une notion de choix beaucoup plus grande qui complique, et ça impacte aussi l'écriture, le fait de les atteindre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un certain nombre de chaînes de télévision qui sont limitées, avec une durée limitée, alors qu'Internet, c'est des milliers et des milliers d'heures pour faire émerger un contenu par rapport à tout ce qui est fait. C'est compliqué, et ça a effectivement un impact sur la durée, un impact sur la manière dont tu vas démarrer, le fait que tu dois être très percutant très vite. C'est ça. J'ajouterais que du coup, quand on écrit pour Internet, il faut aussi forcément avoir déjà un plan, un peu de com à côté. Il faut quand même imaginer comment on va marketer le truc pour qu'il Tu peux pas distinguer les deux. Du flux. Alors que la télé, effectivement, c'est imposé. Ils vont te faire 2 teasers avec une chouette voix off. Mais sur Internet, il faut forcément penser comment votre contenu va être partagé sur Insta, sur Facebook, sur tous ces réseaux qui n'arrêtent pas d'évoluer eux-mêmes. C'est pas un contenu qui suffit à lui-même. Ouais, pour remonter sur ce que tu dis, effectivement, avec mon point de vue producteur, au début, le producteur se contentait de fabriquer un programme et de le livrer sur une cassette bêta ou un PAD digital. Après, c'est modernisé dans les chaînes. Et maintenant, en fait, le producteur, d'ailleurs comme le diffuseur aussi, mais à d'autres niveaux, mais le producteur, il doit être directeur de la com, directeur du marketing, il doit être community manager, il doit intégrer ces compétences-là qu'il n'avait pas, en fait. Et du coup, c'est aujourd'hui un des enjeux de l'évolution du métier de producteur. C'est ça, c'est d'arriver à s'entourer de savoir-faire dont on n'avait pas la moindre idée qu'il pourrait nous être utile quand on a ouvert ça. Les auteurs aussi, les auteurs doivent pouvoir communiquer directement avec leur audience. Parce qu'il y a un truc quand même vraiment très important dans ce que tu as dit, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que ça impacte l'écriture, la distribution, etc. T'es en face, quand tu es spectateur, tu viens discuter avec quelqu'un qui te parle à toi. Et qui a aussi un autre effet, à mon avis, c'est la distinction entre la masse et la niche. C'est-à-dire que la télévision, c'est un média de masse qui est dans les salons de tout le monde. Donc, tu es obligé de faire des programmes assez universels, on va dire, où le dénominateur commun est plutôt réduit. Alors qu'Internet est un média mondial de niche. C'est-à-dire que tu peux t'adresser à des communautés beaucoup plus ciblées, avec une personnalité ou des choses beaucoup plus anglais et beaucoup plus clivantes, comme on dit à la télévision, qui était un mot banni absolument et qui impacte aussi, je trouve, positivement le fait que ça se développe, qui impacte aussi positivement justement la diffusion traditionnelle, le cinéma, etc. Je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que ce qui est important, effectivement... On rebondit beaucoup. Hein. Et mon micro ne marche pas ? Ouais. De quoi ? J'étais trop près. Je dis on rebondit beaucoup, c'est juste pour te couper la parole, ça me fait plaisir en fait. Ah, bon. Et c'est parce qu'il m'en veut, parce que j'ai oublié de dire que c'était grâce à lui, le Meufisme aussi, très vite, Bagel, Canal mais c'est pas pour ça que je t'ai interrompu. a produit le truc. Et donc, on a pu avoir un peu plus de moyens que juste mon salon, et c'était cool. Merci Canal+. Sympa, merci, je te sens un billet de 50. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, ouais, l'importance d'être un programme incarné, effectivement. Là où des programmes télé n'avaient pas besoin de ça avant, c'est quand même un programme qui marche bien sur YouTube, c'est quand ces acteurs ou ces réalisateurs en parlent, délivrent un peu des making-of, des machins, ils sont hyper proches des gens, sans forcément être leur personnage dans la série. Au moins, il faut qu'il y ait une idée de proximité, que vraiment on est potes et qu'on fait des trucs de potes, et ça, il y a une familiarité qui se crée, qui est vraiment nécessaire si on veut que le programme marche et prenne de l'ampleur.
Et est-ce qu'on a besoin, pour être justement incarné, de faire un style fait maison, c'est-à-dire que la vidéo soit pas trop produite pour que les gens se disent ah ça pourrait être moi, je pourrais le faire aussi, ou est-ce que c'est pas indispensable? Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette idée, parce que pour le coup, ils sont curieux, ils sont friands de cinéma, enfin ceux qui regardent nos programmes. Hein. Donc ils ont l'habitude des belles images, et au contraire, j'ai l'impression que quand on fait des beaux programmes et qu'on leur sort des belles vidéos bien réalisées, ils sont plutôt contents. Ils disent ouais, c'est cool, j'adore. Ouais, je trouverais ça dommage de s'aborder à la réalisation pour faire genre, tu peux le faire dans ta cuisine. Mais il peut y avoir un côté plus authentique Authentique dans les stories et tout ça, quand on est sur le plateau et qu'on fait des making-of. Ouais, dans ces cas-là, oui, mais ton contenu, tu vas pas le savoir. Enfin, moi, ça m'ennuierait. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que du coup, faut pas dégrader sous prétexte que voilà, on est sur YouTube ou sur une plateforme et que du coup, voilà, il faut garder quand même un certain niveau en fait, parce qu'effectivement, nous, on se rend compte qu'on a des gens qui nous regardent, qui sont exigeants. Et dès qu'on change un petit truc ou dès qu'on fait mal quelque chose, parce que des fois ça peut arriver, voilà, alors du coup c'est pas comme d'habitude, mais alors pourquoi, alors vous avez mal travaillé là-dessus, etc. Donc on sent bien que le public est exigeant, et j'ai envie de dire oui, comme un public de niche, c'est-à-dire très exigeant, parce qu'effectivement il va voir les choses, il va constater les choses, et du coup, je pense qu'il faut véritablement travailler professionnellement là-dessus, sur l'écriture, sur la réalisation, le montage, quoi. Ouais, moi, je pense que ce qui est hyper important, c'est que le niveau de connaissance de l'audiovisuel est monté en flèche dans les dernières années. Donc tout le monde est capable d'utiliser un appareil photo pour faire une vidéo, tout le monde est capable d'utiliser un logiciel de montage. Et c'était pas du tout vrai avant. Avant, il y avait cette espèce de magie. Il y avait un petit groupe de gens qui savaient faire et qui avaient un canal de diffusion, et nous, et le reste du monde recevait. Aujourd'hui, tout le monde est diffuseur, tout le monde publie, tout le monde communique par vidéo, et donc le niveau d'exigence, parce que le niveau de connaissance de l'outil a beaucoup augmenté, est beaucoup plus élevé. Et au contraire, les gens attendent d'être aussi blastés par des trucs qu'ils savent pas faire, quoi. J'allais te poser une question, Lorenzo, justement. C'est pour rebondir sur la notion de fan, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les internautes sont des fans. Tu es fan d'une chaîne ou tu es fan. Et donc, du coup, cette notion de fan, elle est différente de la notion de public, en fait. Ça rejoint ce que tu disais sur le public qui va recevoir quelque chose. Le fan, lui, qui va aller chercher. Donc, il va être très exigeant. Il va avoir il va avoir en tête vraiment l'historique du talent et ce que tu as fait dans telle vidéo, etc. Et en fait, il va être intransigeant. Et à la fois, il va vouloir que le talent reste toujours le même. Donc ça va être assez compliqué pour faire des choses différentes. Et ça, c'est un des enjeux de la création web. C'est qu'en fait, quand tu tiens un truc qui marche, tu t'y accroches. Et en fait, c'est très difficile d'innover au final. Même si c'est facile au début, c'est très difficile d'innover au final. Et du coup, parce que tu as peur de décevoir ton public, tu as peur de décevoir tes fans au final. C'est comme un artiste de musique qui ferait toujours un style musical. Et puis tout d'un coup, il se dirait j'ai fait de la chanson française, maintenant je vais faire du hip-hop. Non, je veux dire, le fan, il va content, tu vois. Et donc c'est ça. C'est une autre forme de contrainte. Ouais. C'était supposé être la liberté Internet, et tu te rends compte que assez vite, tu es contraint par d'autres critères. Et du coup, ton point de vue, il a évolué depuis la création de Studio Bagel. J'arrête Internet, clairement. Pour le coup, c'est vraiment de la merde. Toi qui parles de chaînes, en fait, on voit plus ça comme des chaînes, mais plus comme des comptes perso. Est-ce que du coup, avec le recul, tu vois la création de Bagel et de Golden Moustache comme une erreur de la télévision ? C'est en soi un peu une erreur de la télévision, puisque alors Golden Moustache est né au cœur de M6, donc en soi on peut les saluer d'avoir été malins, t'as vu comme je suis sympa, d'avoir été malins et d'avoir incubé en leur cœur en gros les sources de leur renouvellement. Canal s'est réveillé après la création de Studio Bagel pour nous intégrer, mais effectivement c'est pas normal que en 2012 c'était YouTube qui nous donne la pièce pour créer un collectif créatif de gens, là où ça aurait pu être un partenaire média français. Et ça n'a pas été le cas, en fait. Ça a été un Américain qui l'a fait. Donc, et c'est pour ça qu'on peut saluer maintenant que le CNC se mette à reconnaître cette forme de création et se disent, oui, les pouvoirs publics doivent aussi accompagner cette création-là. Parce que c'est juste un retour des choses. Juste avant de parler des sources de financement, moi j'aimerais juste parler de est-ce que avoir une audience, justement, c'est indispensable d'avoir cette communauté? Est-ce que c'est indispensable pour justement trouver des financements et pour créer un programme, ou est-ce qu'on peut créer un programme de zéro? Ça aide. Faut pas se leurrer. Ça aide. C'est ce qu'on abordait tout à l'heure, c'est-à-dire que le problème, la difficulté, chaque utilisateur, viewer, internaute coûte très cher à aller chercher. Il y a une masse d'informations, c'est noyé, et même si tu
reste que dans la plateforme YouTube ou que dans la plateforme Facebook, on a quand même un accès très limité à la façon dont ça fonctionne. C'est très opaque. Du coup, utiliser leurs outils est pas évident. Et donc, avoir une audience aide. Après, il y a effectivement un certain nombre d'alternatives. Moi, je travaille principalement sur des projets qui créent des communautés à chaque fois, c'est-à-dire qui ne se basent pas sur des communautés. Ça veut dire d'autres stratégies, ça veut dire aller chercher des partenaires qui ont déjà une audience, qui va être en adéquation avec la nature du programme. Mais c'est un peu plus compliqué, ouais. Et est-ce que le choix que vous avez fait de produire et de créer pour Internet, c'est aussi un choix d'indépendance quelque part, de pouvoir créer, d'être plus libre de créer? C'est un choix aussi de faire tout de suite. C'est-à-dire, on peut faire immédiatement, en fait, du coup. Donc, il y a ça aussi. Nous, en tout cas, pour Tout le monde s'en fout, c'était ça. C'est-à-dire, du coup, bon, allez, on essaie, on fait tout de suite. Et les forces de chacun au service de ça. Et puis, on peut le faire assez rapidement. C'est un petit peu ça. Après, ça n'empêche pas que autour de ça, je pense qu'il y a des liens entre les chaînes de télé, ce qui se passe sur YouTube, sur Facebook, etc. Tout le monde est en recherche. Donc, c'est effectivement aussi une vitrine et quelque chose qui fait qu'on peut aller chercher des partenaires, on peut travailler sur d'autres projets, etc., etc. Mais du coup, c'est un peu cette façon-là d'avancer. C'est faisons quelque chose maintenant, d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire? Et effectivement, c'est ça, c'est à notre portée, donc on le fait, en fait. Mais en ça, est-ce qu'on peut appeler ça un choix, dans le sens où si on t'avait donné, je sais pas, 1 million d'euros pour faire ta série sur TF1, est-ce que tu l'aurais pas fait sur TF1 au final? Tu vois, je pense que c'est aussi la création qui trouve son chemin, oui, bien sûr, là où elle peut trouver son chemin. Je dis pas que c'est négatif, je dis pas que c'est par dépit, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça aussi la beauté d'Internet, c'est que ça fait émerger des choses qui ne passent pas les fourches codines des chaînes de télé. Ce qui fait que des fois aussi, c'est un peu la poubelle de la télé. Parce que c'est aussi beaucoup de projets qui ont été refusés et qui se sont faits et qui ont une légitimité du public. Ouais, moi, je voyais ça un peu, quand on a commencé, je voyais ça un peu comme le Far West, c'est-à-dire que oui, tu pourrais être dans une banque à New York, mais il y avait un côté, il n'y a pas de règles, du coup tu peux faire beaucoup plus ce que tu veux, parce que quand TF1 te donne 20 millions d'euros, ils vont quand même venir te dire exactement ce que tu dois faire. Donc il y avait quand même une forme de liberté. Je trouve qu'elle se perd un peu, c'est-à-dire que c'était ce qui est normal. Tu avais une industrie extrêmement structurée, avec beaucoup d'argent, qui était la télévision, le cinéma, etc. Et d'un coup, tu avais cette espèce de trublion, cette espèce de métamédia qui absorbe tout, et en même temps, où tout le monde, justement, peut devenir créateur. Et donc, qu'est-ce qui différencie les professionnels des non-professionnels, avec tout ce que ça a d'avantageux? Moi, qui avais un amour de l'Internet et une vraie envie, justement, de cette liberté, et c'est de la liberté d'écrire, mais c'est de la liberté de manière de financer, c'est de la liberté contractuelle, c'était une liberté sur tout, il n'y avait pas de règles, quoi. Et c'est un peu en train de se plateformiser, en train de se mettre en silo, les sources de financement, et il y a beaucoup de choses qui sont captées par des très gros acteurs qui n'ont absolument aucun intérêt à investir dans la création, pour le dire très simplement, et qui effectivement justifient d'autant plus que les diffuseurs publics, les institutions publiques s'en emparent, et avec cette problématique aussi d'international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne t'adresses pas à une audience franco-française, tu n'es pas en concurrence avec ton petit pays, tu es en concurrence avec des millions de gens dans le monde entier qui ont des moyens totalement différents. Et je trouve, moi, c'était vraiment un esprit de liberté, et j'avoue que je m'inquiète un petit peu sur l'évolution. Du coup, c'est quoi les sources de financement quand on veut faire de la vidéo sur Internet gratuit? Christophe, non, je me retournais vers le CNC, en fait, du coup, mais avant le CNC, tu veux dire. Il n'y a pas que le CNC. Ouais, non, il n'y a pas que le CNC. Non, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça, des régions, des choses comme ça. Donc, on redevient dans un mécanisme. J'ai l'impression que le mécanisme de la production de cours, de documentaires, etc. pour la télé commence effectivement à venir et à s'intéresser à tout ce qui se fait effectivement sur le web. Donc on a des régions qui s'intéressent, qui peuvent commencer un peu à financer les projets. On a puis les grosses plateformes aussi, etc. Donc ça, c'est une première chose. Après, financer via juste YouTube, etc.
dans ton mail que tu nous as fait hier, il y avait aussi les placements de produits, tout ça, etc. Nous, pour Tout le monde s'en fout, on n'a pas débloqué la publicité. C'est un choix éditorial, j'ai envie de dire. C'est un choix politique, enfin, plus qu'autre chose. Voilà. Et après, effectivement, c'est un peu le Far West, c'est un peu la débrouille. Nous, on a voulu faire un placement de produit et puis on a dit on arrête tout parce que ça sert strictement à rien. On est effectivement fictionné, etc. Donc ça va pas être simple, ça va pas être possible. Donc du coup, c'est effectivement trouver des financements à droite, à gauche, un peu ailleurs, et puis aussi faire en sorte que cette vitrine-là, ce savoir-faire-là, en fait, puisse être exploité à des fins financières beaucoup plus sur d'autres choses et que ça serve aussi à rester libre et à pouvoir continuer les épisodes de Et tout le monde s'en fout d'une manière sereine. Mais à côté, en faisant des choses parce que c'est les gens qui font Et tout le monde s'en fout. Donc c'est un petit peu ça l'idée, en fait. C'est voilà. C'est-à-dire d'accepter de faire, d'utiliser un peu les mascottes, enfin les Oui, têtes d'affiche de. oui, c'est ça. Et puis pouvoir écrire aussi, avoir des commandes d'écriture par les auteurs de Et tout le monde s'en fout, etc. Et puis se dire, enfin, moi je suis très lié à ces auteurs-là, etc. On est assez clair. On dit, bah, on prend un pourcentage sur cette somme-là qu'on consacre au tournage et à l'écriture de nos épisodes Et tout le monde s'en fout. Comme ça, au moins, on a cet espace-là qui est libre, en fait. Et je reviens un peu en arrière, mais parce que ça m'intéresse aussi de savoir. Et tout le monde s'en fout a fait le choix de diffuser à la fois sur YouTube et sur Facebook, je crois, les vidéos. Oui. Pourquoi? Et est-ce que j'ai l'impression que la plupart des gens n'osent pas multidiffuser par peur de diviser son nombre de vues peut-être par 2, son nombre d'abonnés, de le répartir sur plusieurs plateformes et d'être moins impactant en tout cas au premier regard sur la chaîne en disant ils ont 100 000 au lieu d'avoir 50 000 quelque part, 50 000 de l'autre. Enfin, comment vous voyez ça, même Sophie Alors en fait, moi j'ai toujours eu peur de ça, oui. Je vivais dans la peur et en fait je me rends compte qu'on n'a pas il n'y a pas les mêmes publics. Sur Facebook c'est un peu plus vieux. Parce que les jeunes de 15 ans, Facebook c'est ringard et c'est pour papa, donc ils y vont de moins en moins. Snapchat. Ouais, c'est vieux alors. c'est vieux. On est tous vieux, là. Et du coup, non, c'est vrai, sur Facebook, sur Snapchat et sur YouTube, on a toujours une grande force de 15-25 qui sont au taquet et qui, dès qu'ils sont notifiés, vont voir la vidéo, ce qui est fou. Parce que même si j'ai les mails YouTube, moi je clique pas tout de suite dessus, j'ai autre chose à faire, tu vois. Donc ils rebondissent tout de suite sur YouTube. Sur Facebook, il y a aussi beaucoup plus de médias différents. Qui sont plus adultes, genre le Parisien, genre le Figaro, genre de trucs, qui sont aussi sur Facebook. C'est qu'on a un adulte, on n'a pas la même cible. Moi, je trouve qu'on n'a pas la même cible sur les deux, donc ça change pas grand-chose en fait. Ça te fait juste du public en plus. Nous, c'est un pardon, juste réponds. Nous, c'est un peu par hasard parce que du coup, on connaissait pas trop YouTube, Facebook, tout ça. Enfin, on n'est pas des vieux, enfin, on est plus des vieux, voilà, par rapport à ça. Et du coup, on a dit, bah, autant mettre partout. En fait. Et du coup, après, on a eu un community manager, on a regardé un petit peu les chiffres. Effectivement, on enlève le générique du début pour Facebook, etc. A priori, c'est pas la même audience. A priori, c'est pas les mêmes personnes. A priori, c'est pas la même tranche d'âge. Mais on sait pas trop parce qu'effectivement, c'est pas facile de savoir tout ça. Et puis voilà. Donc du coup, maintenant, c'est comme ça. Bah, on laisse comme ça. En fait, du coup, il y a pas de voilà, il y a pas. On va pas retirer quelque chose pour. On se dit bon, bah voilà, c'est ça. Donc on s'adapte, on fait. Mais je pense que c'est pas les mêmes, effectivement, les mêmes personnes. Puis Facebook, ça se déclenche automatiquement. Enfin. Donc on ne sait pas trop, on a les chiffres, mais la personne, on ne sait pas si elle a regardé, pas regardé, etc. Puis c'est une présence. Après, nous, on a fait juste une petite chose aussi de fictionner, c'est-à-dire que du coup, on a, entre la saison 1 et la saison 2 arrive là bientôt, on a fictionné le compte Instagram. C'est-à-dire qu'on a créé un compte Instagram du personnage et les auteurs ont réfléchi à qu'est-ce qu'on va mettre dans ce compte Instagram entre la saison 1 et la saison 2. Et donc, on a fictionné ça aussi. Donc, c'est des manières aussi de s'approprier les différents outils et les différentes choses pour faire ça. Donc, c'était vraiment petites vidéos et des photos comme un vrai tournage et qui sont sorties comme ça à des espaces différents. C'est s'amuser un peu à ça, quoi. Moi, je vais juste rajouter 2 trucs sur ce que vous dites. C'est que, en fait, chaque plateforme a... et c'est un peu la première fois que moi, je suis témoin de ça. C'est-à-dire que la télé, il y avait toutes les cibles en télé. Enfin, il y a des jeunes comme des vieux. Enfin, maintenant, il y a plus de vieux que de jeunes, mais il y a toutes les cibles. Et en fait, là, on se rend compte que maintenant, il y a une espèce de segmentation par média. Et donc, en fait, un média est collé avec sa cible et vieillit aussi avec sa cible. C'est un peu pour revenir sur ce que tu disais. Donc ça, c'est le premier truc. Et ça, c'est assez intéressant parce que en fait, l'âge du média détermine aussi la modernité qui véhicule, l'image de modernité qui véhicule et du coup, le public qui va être early adopter ou pas et qui va du coup adhérer et qui va en faire le principal public. Et le deuxième truc, c'est pour revenir sur ce que tu dis toi, c'est que au final, chaque média a aussi ses formats. Et en fait, on est déterminé dans notre production de contenu
avec l'UX, l'user experience de chaque média. Donc effectivement, quand Snapchat fait des stories, on va faire des stories. Quand il va y avoir des filtres, on va faire des filtres. Quand il y a les formats verticaux, on va faire des formats verticaux. Et en fait, là aussi, c'est pas un standard de création et en fait, fais ce que tu veux. C'est en fait chaque média qui a ses codes, son live, son machin, son truc, et qui va générer une forme de création, comme à un moment donné, Vine. Feu Vine existait, il y a Vine 2, non je sais pas. Ouais. Et du coup, les gens faisaient des vidéos de 6 secondes, quoi. Tu vois, et donc ça, c'est intéressant qu'en fait que le contenant détermine, le tuyau va déterminer le contenu, quoi. Mais qui est un peu la même chose que ce qu'on disait sur la télévision, la différence entre la télévision et Internet. Après, effectivement, à l'intérieur d'Internet, tu as les vidéos carrées avec des textes dessus parce qu'ils affichent sans le son sur Facebook, qui est un grand classique. Moi, je voulais juste rajouter un truc aussi, qui est l'hyperdistribution, la différence fondamentale entre les modèles de production, d'après moi, en tant que producteur, entre les médias traditionnels et le web, c'est l'hyperdistribution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le business model d'un producteur était basé sur la rareté de son produit. Aujourd'hui, ton modèle de diffusion et économique est basé sur le fait que le plus de gens possible aient eu accès à ton programme. Donc, limiter les plateformes, limiter l'accès au contenu est absolument pas stratégique. Comment est-ce qu'on va gagner notre vie à long terme, etc. La question des seconds marchés et tout ça, elle se pose. Mais c'est aller contre les usages que de se dire je vais avoir plus de vues si je reste que sur YouTube, plutôt que d'essayer d'atteindre, justement, parce que les publics sont différents sur les différentes plateformes, le plus de gens possible. Et du coup, est-ce qu'on peut faire financer des vidéos Internet autres qu'en réinjectant de l'argent d'ailleurs ? Question ouverte à tout le monde. C'est pour Julien, ça. Vas-y, à toi. Alors, tout ce que vous avez dit justifie la présence du CNC et l'intervention du CNC. Le CNC, pour rappel, parce que c'est juste une adaptation et une transformation assez naturelle de notre modèle, on a été créé il y a 70 ans pour accompagner le renouvellement de la création dans le cinéma, puis dans l'audiovisuel, dans les années 80. Et tout naturellement, il fallait qu'on accompagne aussi ce renouvellement de la création sur les plateformes, avec plusieurs enjeux pour nous. Un, d'abord créatif, donc vraiment de donner les moyens aux créateurs d'aller au bout de leurs ambitions, quelles qu'elles soient. Donc on va sur ces plateformes avec l'envie d'accompagner les créateurs pour ce qu'ils font sur ces plateformes. Donc on n'est pas là pour les arrachés à ce qu'ils faisaient déjà très bien d'ailleurs, sans doute, de manière sauvage ou déjà professionnelle pour certains et très structurée, mais bien pour leur donner des moyens supplémentaires et de faire que, chemin faisant, donc créativement évidemment, ça leur donne les moyens d'aller au bout de leurs projets, de leurs envies, là où il y avait certaines contraintes qui pouvaient les limiter, mais aussi de structurer ce secteur-là. Donc d'accompagner aussi, nous, d'avoir un effet de levier. Et c'est très important dans notre accompagnement, évidemment, l'aspect artistique, mais c'est très important aussi que les porteurs de projets aient conscience de ce besoin de réfléchir sur leurs audiences, leur recherche de financement, la manière dont ils se projettent, puisque nous, on est là pour être amorceurs, incubateurs finalement des projets, mais il faut qu'ils sachent ensuite vivre de leurs propres ailes, trouver leur propre modèle pour rester le plus durable possible. Et enfin, l'enjeu pour nous, il est aussi d'en faire un lieu d'émergence de talents et de les accompagner potentiellement vers des passerelles autres. Et s'ils ont des projets qui dépassent ces nouveaux médias-là, d'aller chercher évidemment de les accompagner dans leur recherche de financement ou de projets qui dépassent les plateformes. Tu voulais rebondir ? Continuer la réponse à la question. Je pense qu'aujourd'hui, la réponse est plutôt non. C'est-à-dire que tu peux difficilement, je pense, faire de la production, de la création sur Internet sans avoir des sources de revenus autres. Pour deux raisons assez simples. La première, c'est que le marché de la publicité était extrêmement, en silo. Et qu'aujourd'hui, son prix s'effondre automatiquement par la démultiplication du nombre de lieux sur lesquels tu peux mettre de la publicité. Donc, de fait, le lien entre 1 euro investi par un annonceur et qu'est-ce qui arrive dans la poche d'un créateur potentiel, il est éclaté par rapport à la télévision, au cinéma, à tous les médias qui ont été précédemment. Mais
ceci dit, c'est l'histoire des médias en général, c'est-à-dire que quand tu regardes l'histoire de la télévision, ça a mis énormément de temps à se structurer, et donc les gens qui ont commencé à créer sur ce médium avant qu'il soit industrialisé avaient des sources de financement autres, et donc faire du corporate, de la publicité, enfin nous on est un studio de web design en parallèle. Pendant des années, voilà, on a des activités qui s'équilibrent. Et je pense qu'il y a un truc intéressant là-dedans qui est, tu réfléchis un peu moins. Alors, je ne sais pas si toi tu vas pas dire pareil, mais projet par projet, c'est-à-dire est-ce que tu finances un programme, et plus c'est comment tu arrives à trouver une structure d'entreprise qui est viable, et où tu vas il y a des projets sur lesquels tu vas gagner moins d'argent, des projets qui vont être mieux financés, et ça va s'équilibrer, mais ça te permet aussi justement d'innover, de faire émerger des gens qui n'étaient pas forcément connus, de t'appuyer sur des gens peut-être un peu plus solides, etc. Et ça, c'est finalement un modèle, la maturation de ce secteur-là va suivre celle qu'ont connu les autres secteurs plus traditionnels. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on retrouve dans le cinéma historiquement, ces productions qui ont grandi en s'équilibrant en interne selon leurs activités. Et c'est très long, c'est 70 ans pour la télé, bien sûr. C'est 100 et ans d'où pour le l'enjeu cinéma. aussi d'avoir toujours quand même des pouvoirs publics qui investissent aussi aux côtés de ceux qui prennent les paris les plus risqués en termes artistiques ou d'innovation, parce qu'on sait que c'est très fragile, puisque après les business models reposent sur le succès de projet par projet, même s'il y a des stratégies comme ça qui peuvent s'équilibrer en panachant le risque qu'on fait porter sur des typologies de projets du coup différentes. Et nous, on est là pour équilibrer et structurer, on va dire, les paris les plus risqués, les évolutions les plus risquées. Comme tu le disais, on a plein de cas de figure, mais un qui se présente aujourd'hui, c'est l'évolution de créateurs qui ont eu du succès sur un format et qui ont envie d'aller au-delà. C'est un pari risqué, ils doivent faire des choix. On est là pour leur permettre de faire ces choix-là, ces innovations-là. Et c'est ça qui est important. Et on va accompagner. Il faudra qu'on soit toujours en adaptation et en réflexion avec le secteur pour voir quelle est notre juste place et quelles sont les personnes à mettre autour de la table, en fonction de la manière dont ça va se structurer. Évidemment, il y a la publicité, il y a les plateformes. Aujourd'hui, l'autre pilier, c'est les plateformes de financement participatif. Pour beaucoup, c'est quand même un relais qui était aujourd'hui le plus structurant. Demain, il y a d'autres financeurs plus traditionnels de nos secteurs qui vont s'intéresser, certains déjà, comme tu le disais, évidemment, les chaînes de télévision se sont intéressées aussi à ces talents et à ces développements-là. Voilà, ça va... Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'on se fait un peu escroquer. Pourquoi ? Je vais expliquer. Il faut m'expliquer comment le média Internet est le média le plus riche aujourd'hui, parce qu'il capte plus de la part de marché publicitaire que la télévision. Ça a dépassé depuis 2 ans, là, maintenant, la part que touche l'Internet versus ce que touche la télé. Je crois que c'est 27% des recettes publicitaires du marché publicitaire global, et je crois qu'Internet, maintenant, c'est plus de 30%. Comment ça se fait qu'on ait ces discours-là alors que c'est le média le plus riche? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une boîte noire. Et alors, deuxième chiffre intéressant, parmi ces 30 et quelques % de revenus captés sur le marché publicitaire français, 80% passent par Google et Facebook et en desktop, et 95% à peu près, entre 92 et 95%, passent, sur le mobile, des revenus captés sur le mobile passent par Google et Facebook. Donc je pense qu'il y a un enjeu politique, et je lance pas du tout de diatribe contre Facebook et Google, mais il y a un enjeu politique d'arriver à craquer cette boîte noire qui est la répartition, la clé de répartition de financement qui se fait à partir du moment où l'annonceur, comme tu dis, verse 1 euro dans la boîte et qui ressort quelques centimes pour les gens qui investissent vraiment et pour les gens qui font vraiment. Et ça, c'est un problème. Et c'est pas le cas en télé. Pourquoi ? Parce qu'on part du principe que la télé, c'est un média de masse qui a un impact. Donc forcément, les pouvoirs publics, forcément les pouvoirs économiques et politiques se sont dit non, mais c'est pas possible. Là, il faut être transparent par rapport à tout ça. Et que comme Internet s'est développé comme une espèce d'hydre sans tête et avec des acteurs qui sont loin et qui ne sont pas soumis à nos réglementations, c'est irrégulable. Et un des enjeux, je pense, du CNC, là-dessus, peut-être que tu voudras rebondir ou sans créer de polémique, mais c'est aussi d'arriver à dire, à partir du moment où vous êtes assis sur une taxe qui est la taxe dite YouTube, la taxe plateforme, ça veut dire que c'est une taxe qui est calculée
Et par rapport à quoi? Par rapport à une assiette. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette assiette? Donc, en fait, c'est aussi ça qui est intéressant. Et c'est aussi ça qui, moi, m'intéresse à titre de producteur. C'est de faire vraiment émerger des vraies sources de financement. Parce qu'après, on peut aller chercher les contournements. Mais en fait, dans les autres secteurs, tous ces financements-là sont complémentaires. Les annonceurs, le crowdfunding, les licences, les placements de produits, tout ça, c'est des financements complémentaires en télé. Et en fait, les financements. Et après, en plus, tu vends ton programme. Et après, tu vends ton programme. Et nous, on est en train de se dire qu'en fait, on est en train de se financer avec ce qui est pour d'autres, en fait, le gras du gras. Ben, en fait, nous, le gras du gras, c'est ce qui nous aide à financer l'os, en fait. Mais ça pose des questions. Pardon, ça pose des questions aussi sur les payants, parce que là, on parle que de la vidéo privée, mais la question de la VOD, de la SVOD, des Netflix, des Amazon, etc. Enfin, au-delà du marché publicitaire, il y a un vrai enjeu politique de capter, effectivement, de savoir où les gens regardent, où les gens payent, et donc où devrait revenir l'argent qui est payé, que ce soit par des annonceurs, par des particuliers, par des entreprises. Tout ça est un vrai souci. Et ça me permet plus que de rebondir, de rappeler comment on est arrivé aussi, évidemment, en intervention sur ce secteur. Évidemment, avec l'enjeu, nous, c'est toujours notre enjeu premier de soutenir la création, mais avec quels fonds? Le CNC se finance sur des taxes affectées, donc fait contribuer ceux qui valorisent la création, historiquement les salles de cinéma, les chaînes de télévision, les fournisseurs d'accès Internet. Et aujourd'hui, tu l'as rappelé, en effet, ce qui nous a permis d'intervenir sur ce secteur auprès des créateurs, c'est que l'Assemblée nationale, il y a 2 ans, a voté la taxe dite YouTube, qui s'applique aux plateformes gratuites sur Internet et qui nous permet de les taxer, de les faire contribuer au fonds du CNC et donc de réinvestir cet argent dans la création. Et l'enjeu, évidemment, c'est de suivre la croissance de ces contributions-là. Et l'enjeu, nous, à moyen terme, c'est de rééquilibrer la participation des contributeurs à la création en fonction de l'évolution des marchés publicitaires et de valorisation générale. Et pour information, les plateformes payantes, même situées à l'étranger, participent maintenant, sont contributrices au fonds du CNC. Donc on a eu des grandes batailles comme ça fiscales depuis ces dernières années. Et on était un peu avant-gardiste de tous les sujets qui sont maintenant sur la table en Europe, d'ailleurs, de fiscalisation de tous ces acteurs-là. On avait finalement été précurseurs et pionniers dans la taxation de ces acteurs-là. Et c'est bien l'enjeu, en effet, du suivi de l'évolution et de la structuration de ce secteur, d'être bien proportionné à la réelle valorisation de ce qui se fait, sachant qu'aujourd'hui, en effet, le marché publicitaire est en train de se transférer quand même fortement sur ces acteurs-là. Alors après, il est très dilué, donc il est moins... mais concentré sur quelques acteurs. Et en effet, l'effet second, nous, de ce pied à l'étrier de ces contributions fiscales, c'est qu'il va y avoir un dialogue et une transparence beaucoup plus grande, une reddition de comptes aussi qui va s'opérer et qui va bénéficier à l'ensemble du secteur. Et donc, on va accompagner aussi la maturation de ces propres acteurs à donner plus de transparence, d'avoir des rapports aussi plus professionnalisés et plus équilibrés avec ceux qui font la valeur de leur plateforme. C'est ce chemin-là qu'on va accompagner, comme on a accompagné d'ailleurs, encore une fois, l'histoire de la création cinématographique et audiovisuelle en France est celle d'un dialogue comme ça entre ceux qui valorisent, qui sont l'aval, qui valorisent la création, et puis les créateurs, et un travail en commun. Nous, on a besoin des uns et des autres, et il faut qu'ils rentrent dans ce cercle qu'on sait vertueux. On a 70 ans de recul pour montrer que tout le dynamisme de notre secteur, et si la France est aussi productive et reconnue sur toutes les images animées, qu'elles soient cinématographiques ou audiovisuelles, c'est grâce à cet écosystème qui se forme. Et donc, c'est un premier pas, en effet, qu'ils deviennent contributeurs. Maintenant, ça demande aussi des échanges et une construction encore plus intense et proche. C'est surtout qu'on voit comme l'Europe en général et la France en particulier a des difficultés à leur faire payer des impôts normaux. C'est vrai que c'est pas hyper... Enfin, ça va être un combat. À mon avis, on n'est pas encore arrivé au bout de justement cette transparence, la problématique de qu'est-ce qui est réellement généré
sur un territoire et du coup, quel est le niveau de taxation juste, quoi. C'est une vraie problématique des 10 prochaines années, au-delà même de nos secteurs, quoi. Sophie, alors la YouTube Money, c'est une légende ou quoi? C'est-à-dire que quand tu es Norman, tout seul dans ton bureau, dans ta chambre, et que tu fais 20 millions de vues, c'est pas du tout une légende. Là, il est pété d'oseille, le gars. Dans ce qui me concerne, non mais, j'adore Norman, mais oui, ça fait beaucoup d'argent grâce à YouTube Money, ça c'est sûr. Quand tu fais une série avec 15 techniciens sur ton plateau, que tu payes, etc., là, c'est totalement... Bien sûr que c'est une légende, c'est pas la YouTube Money qui va payer ton truc, ça va te permettre de avoir des noix de cajou à la table c'est régie. ça, une super régie, quoi, une fin de tournage sympa, mais... La bière. Mais bon, et surtout que là, ils ont changé en plus. Alors, ils donnent moins maintenant. C'est devenu plus compliqué, il faut avoir tant de durée de contenu, tant de minutage de diffusion, tant d'abonnés. Ils compliquent maintenant, c'est encore plus dur pour les nouveaux qui veulent créer leur chaîne aujourd'hui, ça va être encore plus chaud pour eux. Donc oui, si tu as fait de la vraie fiction ou si tu fais un programme un peu cher pour Internet, il ne faut pas compter sur l'argent de YouTube, surtout pas. Est-ce que tu as l'impression de t'être fait ubériser? Ubériser par YouTube? Quand même, hein. Oui. Tu es travailleur autonome multitâche. En fait, tu es dépendant d'un réseau pour entretenir ta communauté et ta source de revenus. Donc, quelque part, oui, c'est vrai que les créateurs sont ubérisés. Parce qu'ils sont comme les chauffeurs Uber sont ubérisés parce qu'ils sont dépendants d'une appli pour avoir du boulot. Et comme les créateurs sont dépendants de leur communauté qu'ils ont constituée sur ses propres plateformes qui, du coup, peuvent demain changer les règles du jeu. Et quelle est la latitude des créateurs versus un YouTube qui décide demain de démonétiser certaines vidéos, de changer les règles de monétisation, de changer le partage. Enfin, en droit, ça s'appelle un contrat d'adhésion. Et voilà, et ça, c'est... Alors putain, vous allez penser que je suis complètement à bloc contre YouTube et Facebook, mais en fait, c'est justement parce que j'ai envie que... Je te soutiens à mort. Non, mais c'est justement parce qu'on a envie, je pense, que ça dure encore très longtemps, que ça ne peut pas être léonin à ce point et déséquilibré à ce point pendant encore 10 ans. C'est plus possible en fait. Donc, parce que la paupérisation des créateurs, c'est un vrai sujet, et qu'en plus, il y a une espèce de distorsion de communication qui est due aussi aux millionnaires de YouTube, portés par des groupes médias qui leur permettent de gagner beaucoup d'argent en leur rachetant des chaînes ou en leur permettant de fournir des contenus de manière industrielle en captant une monétisation un peu plus élevée versus une masse de créateurs qui n'a pas accès à ces réseaux, qui n'a pas accès à ces financements, ces studios. Et donc, la partie émergée de l'iceberg, c'est ces créateurs-là un peu bling-bling. C'est quoi, c'est 1%? Il y a 100 millionnaires en abonnés sur YouTube. On considère, à mon avis, que sur les 100 millionnaires, il y a peut-être un 30%, peut-être une trentaine de créateurs vraiment qui gagnent extrêmement bien leur vie, c'est-à-dire qui ont des salaires de chefs d'entreprise, d'entreprise, quoi. Et tout le reste. Il y a 10 000 chaînes de plus de 10 000 abonnés. Il y aurait quand même. Et ça fait pas. Enfin, je veux dire, parlant en France. Ouais, qu'en France. En parlant qu'en France. Donc ça ferait 30 sur 10 000 à peu près. Mais le revenu moyen des créateurs, ça serait intéressant d'avoir une étude là-dessus, parce que franchement, je le connais pas. Je pense qu'il est assez faible. Ils s'en plaignent tous maintenant. Et donc maintenant, il y a des nouvelles façons de monétiser. Ils disent tous qu'ils ont perdu 20% de leurs revenus. Et qui, à mon avis, n'était pas non plus mirobolant avant. Mais il y a un vrai problème de transparence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est même pas changer les termes du contrat, c'est que personne ne connaît les termes du contrat aujourd'hui. Tu n'as aucune information sur combien... Enfin, je suis même assez curieuse de savoir si les revenus seraient les mêmes à durée équivalente pour nombre de vues équivalentes. Je ne sais même pas. Aujourd'hui, personne n'a accès au fonctionnement de cet algorithme et à qu'est-ce que... Aujourd'hui, YouTube, ils te disent « t'as gagné tant ». La réalité de combien de personnes ont vu une publicité, combien il y avait de publicité, combien eux ont gagné en vendant ça, c'est le Bronx. Pour Mathilde, un peu ce que tu dis, tu as quand même un CMS, donc une espèce d'interface de gestion de ta chaîne, sur laquelle tu peux télécharger un espèce de tableau Excel avec un rapport de vues et vidéo par vidéo, le RPM, enfin le revenu par vue, le coût pour 1000 auquel tu es commercialisé. Enfin, il y a plus de transparence. Tous les créateurs peuvent pas. Oui, mais il y a plus de transparence qu'un producteur télé qui n'a pas ces chiffres-là quand il livre un programme à une chaîne de télé. Tu vois, il ne sait pas combien ça gêne. Enfin, il sait globalement combien de chiffre d'affaires pub avant son émission, mais il ne sait pas exactement dans le détail. Oui, c'est que tu es sur du préfinancement. Oui, C'est-à-dire qu'on t'a payé avant et toi, tu as défini ton budget en fonction de ça. Là, le problème, c'est que tu prends tous les risques
et tu ne sais absolument pas combien ça va générer. Et entre le moment où tu commences à le faire et le moment où tu publies, ça peut changer de fonctionnement de génération. Ceci étant dit, on tape beaucoup sur YouTube, excusez-moi, mais Facebook, en plus, il faut les payer. C'est pire, parce que Facebook ne paye pas les gens. Tu es créateur et tu payes pour pouvoir montrer ton contenu. C'est du délire. Pardon, juste pour effectivement, je suis entièrement d'accord. Après, c'est aussi il y a pas se faire supprimer son compte Facebook. C'est pour ça. Hein, non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais c'est-à-dire que du coup, ça montre qu'effectivement, il faut commencer à s'organiser, aussi bien les producteurs que les créateurs, les auteurs, etc. Et puis voir aussi, juste, j'aimerais amener quelque chose, c'est que effectivement, c'est aussi YouTube, c'est aussi on donne effectivement la vidéo comme ça, mais du coup, ça va dans le monde entier et c'est aussi une véritable entre guillemets, j'allais dire, chance, je sais pas comment on peut dire ça. Alors évidemment, avec tout ça, une exposition pour les programmes, pour les auteurs, pour tout ça. Alors évidemment qu'il y a des gros, il y a des petits, il y a des moyens, les petits vont être... Enfin voilà, donc tout ça c'est important aussi, et peut-être aussi réfléchir, peut-être autrement aussi que dans le cinéma, avec la part du gâteau qui est partagée dans le cinéma, enfin voir comment on peut aussi arriver à faire qu'effectivement, en production, à faire que les auteurs, à faire que découvrir des talents, faire des essais, se tromper, etc., puissent être à l'intérieur de ça. Et effectivement, voir que YouTube puisse véritablement donner cet argent-là et redistribuer en fait comme un peu... Pour parler très concrètement quand même, qu'on dise déjà ce que nous on permet et ce qu'on offre comme montant. Donc le fonds d'aide par an, il est 2 millions d'euros. Et il permet d'aider deux types de projets, des projets de création. Ouais, des projets de création, ça marche toujours, hein. Des projets de création à hauteur de jusqu'à 30 000 euros. Donc pour un projet unitaire de vidéo, qu'elle soit d'ailleurs une vidéo seule ou un projet sériel, mais c'est une unité de projet, et là, sur des arguments évidemment artistique, même s'il faut évidemment un devis en regard pour justifier ces dépenses, et sur la base d'un pitch vidéo de 3 minutes qui est soumis donc aux membres de la commission, dont 2 éminents représentants sont parmi nous. Donc 30 000 euros pour une création, et on aide aussi, donc une aide plus à la structuration, les projets de chaînes ou de programmes, ou ce que tu disais de médias unipersonnels, enfin quel que soit le nom qu'on lui donne, que ce soit une page Facebook, une story Snapchat ou une chaîne YouTube. On peut aider donc un projet de programme sur 6 mois d'activité jusqu'à 50 000 euros, avec l'idée évidemment d'aider à la production d'œuvres de vidéo, mais aussi à la recherche de financement, donc à l'investissement dans des compétences que décrivait Lorenzo, qui sont déterminantes, hein, pour comprendre aussi sa stratégie marketing, comment aller chercher cette audience dont on parlait en début de table ronde. Donc c'est aussi des dépenses éligibles pour que les créateurs soient moins dépendants, enfin mieux armés face à toutes ces règles du jeu et cet écosystème qui est en train d'évoluer. Je vais juste rajouter quand même que, en ce qui concerne les auteurs, donc ça ne sert pas à la production même du contenu, sauf si l'auteur est solo. Il y a la SACD qui a quand même négocié un super truc avec YouTube et qui nous rétribue. Et la SCAM aussi. Mais la SACD, c'est plus. Ils sont dans la salle, la SCAM, je crois, c'est pour ça. C'est pas négligeable, mais ça ne va que aux auteurs ou aux réalisateurs, mais c'est vraiment pas négligeable, c'est pas mal. Et c'est déjà une chouette négo. Très important. Ouais, moi je voudrais juste rajouter un truc aussi, c'est qu'effectivement, ce fonds CNC Talent récent vient apporter une brique et vient apporter quelque chose qui n'était pas là au CNC au préalable, qui est la notion de pouvoir venir solliciter de l'argent sans préfinancement. Mais le CNC, depuis 2007, est quand même investi sur ces sujets. Le Fonds Nouveaux Médias a accompagné des web-séries. Aujourd'hui, beaucoup d'innovation, de l'interactif, de la réalité virtuelle, et en accompagnant aussi des diffuseurs privés et publics d'ailleurs, mais avec cette notion effectivement qu'il fallait arriver avec un préfinancement. Là, il y a une originalité qui est justement, comme il n'y a pas de préfinancement pour ces écritures-là et ces vidéos-là, c'était la possibilité d'assouplir un certain nombre de règles, mais il y a une vraie volonté de normaliser aussi, et donc de faire entrer la web-série classique dans les mécanismes de financement du CNC, effectivement, comme le cinéma et l'audiovisuel. Non, mais on est nous-mêmes, on accompagne la maturation de ce secteur-là, et donc il fallait se spécialiser un peu plus. Là où avant, il y avait quelque chose où tout pouvait être un peu mélangé, mais parce que rien n'était très mature. Maintenant, on sait accompagner spécifiquement les
typologies de création qui sont elles-mêmes spécifiques. Et évidemment, tout ce que vous avez décrit sur les spécificités aussi, et en termes de production et en termes de création, nécessitait qu'on sache accompagner pour ce qui s'y fait précisément ces créations-là, selon ces modèles-là. Donc on a adapté dans ce fond vraiment, on s'est complètement adapté, on est reparti d'une feuille blanche pour bien s'adapter à la fois au rythme de production, au modèle de financement, au modèle d'écriture. Donc on est capable d'aider des choses aussi très légères qui sont faites avec une seule webcam, mais aussi des choses qui deviennent plus ambitieuses, plus professionnelles, avec des décors, des co-scénaristes, etc. Et sans modèle de préfinancement. Et en parallèle, on continue évidemment d'accompagner la VR de manière encore plus forte, mais aussi tout ce qui se fait avec des financeurs plus traditionnels ou les nouveaux, les plateformes notamment, on les évoquait tout à l'heure, de modèles payants qui peuvent investir dans la création. Maintenant, ces projets-là sont aidés au même titre que tous ceux qui sont préfinancés par des diffuseurs. Donc il y a une ouverture qui s'est faite, une normalisation, comme tu dis, qui est tout à fait normale, et l'intégration de ces nouveaux diffuseurs en plein. Mais ouais, parce qu'on se plaint beaucoup, mais on est quand même mieux lotis qu'ailleurs, quoi. Je dis ça. Et c'est pour ça qu'on a une responsabilité collective de faire qu'on ait le plus beau web du monde et qu'on se projette et que ça soit. Alors il y a déjà quand même un continent vierge, un gros halo, ouais, un continent. Non mais et c'est dans la francophonie, on sait quand même qu'il y a à peu près 20 ou 30% d'audience quand même de nos créateurs qui se font à l'étranger. Alors c'est très francophone aujourd'hui, mais c'est fantastique parce que c'est un espace évidemment qui pour nous est hyper stratégique et hyper important. On a moins de retours précis sur justement des audiences qui ne seraient pas que francophones, et ça c'est intéressant de voir comment on peut aussi permettre à ce qu'il y ait une exportation plus forte de ces contenus. Et je crois que ça peut être intéressant d'avoir le regard de chacun, mais on est un web, et moi c'est ce qui m'a frappé en premier lieu, déjà très divers en termes de typologie de création, et on voit qu'il y a des tendances assez différentes entre ceux qui veulent rester sur un mode très intimiste, d'autres qui veulent aller vers de la fiction plus construite, plus écrite. Il y a plein de tendances qu'on ne retrouve pas dans tous les pays, où des typologies de vidéos, notamment liées aux jeux vidéo, ont pris vraiment le dessus et ne permettent pas une émergence comme ça aussi diverse. Et ça, c'est vraiment notre enjeu, nous, de faire que sur ces plateformes où, on l'a dit, il y a des audiences, notamment jeunes, mais très larges, très importantes, et bien, il y a une diversité aussi des propositions, diversité de création, qui permet aussi de renouveler les publics, qui seront les créateurs de demain, mais aussi les spectateurs de l'ensemble de tout ce qu'on permet de créer au CNC. Juste avant de passer aux questions du public, je vais prendre la première question du public du coup. Juste pour finir sur le sujet de YouTube et de l'indépendance face à ces géants. On sait que les plus grands vidéastes YouTube qui ont des grosses communautés ont des contrats d'exclusivité avec YouTube pour les garder chez YouTube. Donc il y a quelque part une peur de ces géants que ceux qui cumulent des grosses communautés partent. Donc qu'est-ce qui fait, à part ces contrats, qu'il n'y ait pas de tant de tentatives que ça, à part de la part des gros médias comme Arte, France Télé et tout, qui peuvent peut-être mettre les moyens d'avoir des plateformes alternatives? Qu'est-ce qui fait que ces créateurs-là n'auto-hébergent pas leur contenu en disant venez, choisissent leur propre régie publicitaire On ne peut pas tout faire. Je pense que c'est des métiers différents, en fait, du coup. C'est trop complexe. Nous aussi, est-ce qu'on fait un site internet? Enfin, voilà. Mais du coup, c'est autre chose. C'est plus de la création, c'est plus de la vidéo. Donc, du coup, je pense que là aussi, il y a aussi les différents métiers à restructurer par rapport à ça. À savoir qu'effectivement, on peut peut-être réfléchir ensemble à une plateforme, à quelque chose qui puisse se faire, où on pourrait héberger toutes nos vidéos, ou chose qui soit autre que YouTube. Mais du coup, c'est aussi, je pense que c'est un autre métier. En tout cas, moi, je ne pourrais pas m'aventurer là-dedans. Il y a une audience. Nous, on le fait beaucoup. Aussi, ouais. On fabrique des players en travaillant notamment sur des projets interactifs. Tu es une goutte d'eau dans l'océan, donc à chaque fois, c'est un travail énorme, justement, de communication, de partenariat, d'aller chercher les gens. Là, les gens t'attendent pas, on va pas aller jusque-là, mais
tu peux, voilà, il y a des moments où tu vas sur YouTube, tu sais pas ce que tu veux regarder, et puis on va te faire des suggestions, tu sais pas très bien comment l'algorithme fonctionne, mais en fonction de ce que tu aimes, on va peut-être te montrer des choses que tu connais pas encore. Donc voilà, tu as un public qui a des habitudes, qui n'a pas besoin de prendre en main un player qu'il connaît pas, qui a des abonnements, des notifications, enfin. Et c'est des milliers de développeurs, enfin c'est comme Netflix, c'est des milliers de développeurs qui bossent en permanence. Enfin, fabriquer des players, c'est l'enfer sur Terre. T'as des milliers de devices différents, de systèmes d'exploitation. Tous les 2 mois, il faut les mettre à jour. Enfin, c'est vraiment un autre métier, c'est très très cher. Donc voilà, on le fait quand c'est. Enfin, il faut que ce soit vraiment justifié et que les outils que te permettent les plateformes existantes ne soient pas suffisants pour ce que tu veux raconter, mais pour fabriquer de la vidéo et la diffuser. Après, la question qu'on peut poser, et ça, je vais te laisser la parole, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à créer en Europe ou en France un concurrent réel à YouTube ? Mais pour rebondir là-dessus, je pense que pour les mêmes raisons qu'on ne quitte pas notre compte Instagram et on ne quitte pas notre compte Facebook, ou peu importe quel réseau social on est addict, en fait, il y a un bouquin que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Habit Forming Products de Nir Eyal qui explique en fait comment tous ces géants ont créé des habitudes proches de l'addiction aux drogues à travers ces plateformes-là. Et en fait, il y a une notion qui est très importante, c'est la notion d'investissement. En fait, tous ces créateurs ont investi du temps, de l'énergie, du savoir dans des plateformes et en fait, ils sont maintenant addicts. Et donc, du coup, avant de pouvoir passer à une autre drogue, il faut que cette autre drogue-là soit beaucoup plus intéressante. Et en l'occurrence, l'addiction, elle est liée à l'attractivité. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'autres plateformes que celles-là qui sont attractives parce qu'ils n'ont pas un UX aussi attractif. Et Facebook a réussi à capter une grosse partie de la valeur qu'il y avait sur YouTube, une grosse partie des contenus qu'il y avait sur YouTube sans payer un seul euro parce que, tout simplement, leur UX, ils avaient un produit plus addictif que YouTube ne l'était. Donc, en fait, la clé, elle est là. La question qu'on m'a posée, c'est plus est-ce qu'on peut créer une plateforme aussi addictive que les plateformes déjà en place, quoi. Et pour ça, il faut beaucoup d'argent et beaucoup d'intelligence. Et de ce côté-là, l'argent et l'intelligence sont plutôt du côté des plateformes, malheureusement, outre-Atlantique et en Asie que en France et en Europe. Des questions ? Quelle responsabilité, hein, je vais essayer d'être rapide. Donc, Philippe Loranchet, journaliste pour le magazine Écran Total. Donc, merci pour ce panel qui était très intéressant. En fait, de continent vierge, pour moi, ce serait plutôt, si on prend le fil de la métaphore, ce serait plutôt une île avec, je sais pas, 1 million de personnes et une seule source d'eau, quoi. Donc, ça ressemble plus à Koh-Lanta ou à Battle Royale. Ouais, dans le genre, on se bat tous là. Voilà, dans le genre bataille pour l'audience. Et ce que j'ai retenu, ce que vous avez dit, c'est on a parlé de termes de paupérisation et de stress, enfin littéral sur les créateurs. Du point de vue du spectateur, c'est tout bénef, entre guillemets, il y a du contenu gratuit, intéressant, diversifié, etc. Mais du point de vue des professionnels, puisque c'est une journée professionnelle ici, effectivement, le tableau que vous décrivez est assez inquiétant. Moi, j'aimerais juste avoir rapidement le point de vue d'un créateur ici, parce qu'on a Guillaume Desjardins qui est modérateur, mais dont j'ai regardé la chaîne YouTube RVB, que je trouvais très bien fait. Est-ce qu'il peut nous parler rapidement de son parcours et comment il est parti, je crois, d'une création autonome, enfin seul, à son parcours personnel de youtubeur? Ça m'intéresserait. Clairement, moi j'ai monté avec des amis une chaîne qui s'appelle Les Parasites où on fait des fictions et très vite on a compris que ce serait pas possible d'être rentable puisque nos équipes sont trop grosses, un peu comme Sophie. Donc clairement on a oublié les revenus publicitaires de YouTube qui sont à moins de 50 centimes d'euros les 1000 vues. Donc c'est rien du tout. Mais même si c'est complété avec la SACD, etc., en fait ça reste rien du tout. On va peut-être arriver à 1 euro les 1000 vues, ce qui était apparemment au début le taux. Donc c'est rien. Et puis à côté, oui, donc on a réussi à grossir en audience. On a 350 000 abonnés grâce à des coups de pouce d'autres youtubeurs parce que finalement, même s'il y a des suggestions et tout, si on n'a pas au moins un coup de projecteur de quelqu'un qui a une communauté, on émerge difficilement. Et puis voilà, mais ça nous sert surtout comme un portfolio, comme une bande démo en fait, pour essayer d'atteindre des financements de chaînes plus tradies qui ont de l'argent. On est plutôt de votre chaîne RVB. Et RVB, c'est encore pire, puisque là, je m'attaque à à une audience de niche extrême où je m'adresse que aux passionnés de la vidéo qui veulent créer. Donc du coup, je dois avoir un peu plus de 40 000 abonnés. Donc là, les revenus publicitaires, on oublie. Mais c'est finalement une force dans tous les cas d'avoir une audience même de 40 000. C'est que récemment, j'ai lancé
des formations dans le monde réel, et du coup c'est comme ça finalement que j'arrive à rémunérer ma chaîne. Donc dans tous les cas en fait c'est une force d'avoir une audience, et je pense que Christophe avec Facebook et YouTube, moi je suis d'accord dans le sens où je préfère laisser le choix aux spectateurs. C'est avec le recul maintenant, parce qu'au début c'était pas du tout. Moi je me dis non, je veux que ça soit sur YouTube, c'est de meilleure qualité, c'est fait pour ça, etc. Et finalement je me dis non, il faudrait mieux laisser le choix à l'audience de voir où il veut, par le réseau où il a l'habitude d'aller, mon contenu, quoi. Voilà. Donc c'est pas à moi de choisir, c'est comme si on devait choisir entre Facebook et Twitter pour communiquer. Il faut être partout. Voilà, forcément. C'est ma conclusion. On va être à côté, on peut répondre aux questions informellement, parce qu'on n'est pas non plus très, très nombreux, on va libérer la salle. Ouais. Si ça peut se faire comme ça, ce serait super. Merci à tous. Merci.